Bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur une série de tutoriels sur la Behringer Wing, dernière console numérique de chez Behringer. Elle offre des possibilités incroyables pour son prix et on va pouvoir voir ensemble au fur et à mesure de ces vidéos toutes les possibilités qu'elle offre. Alors pourquoi ces vidéos? Parce que la communauté francophone se plaint énormément du manque de documentation sur cette console, notamment en français bien sûr. Et il n'y existe pas, ou en tout cas je n'ai pas trouvé de tutoriel en français sur cette console. Donc nous on vient faire de l'acquisition dans l'association de cette console. Donc maintenant qu'on commence à la maîtriser, c'est l'occasion de pouvoir partager cette expérience. Alors il faut savoir que voilà, on est des amateurs. Moi personnellement, je viens plutôt du monde de la lumière, donc je suis pas un expert du son. Néanmoins, ça n'empêche pas de voir les possibilités de la console. Et puis on va plutôt orienter ces tutoriels live et moins studio, chose que voilà, nous on ne maîtrise pas forcément. Pour cette série de vidéos, on va essentiellement utiliser un X32 rack connecté via l'AES50 sur la console, qui lui-même est connecté à un ordinateur, donc qui fournit des sons d'instruments en multipiste, ce qui va nous permettre de simuler un boîtier qui serait sur la scène et qui nous ramènerait le son via l'AES50. Voilà, on se place vraiment dans une configuration live. Ceux qui connaissent bien la X32 vont être peut-être un petit peu perturbés, mais on retrouve vite nos marques. La philosophie a un petit peu changé, mais elle offre des possibilités supplémentaires en termes de surface, en termes de routing aussi surtout. On se retrouve avec des dimensions qui sont à peu près similaires. Les grosses différences, c'est l'écran bien sûr qui est devenu beaucoup plus grand et tactile. On a des zones de fader qui sont séparées en 3 zones. On ne se retrouve plus avec 2 zones avec nos canaux et une zone avec nos bus ou nos DCA. Même si on retrouve la même philosophie avec les boutons latéraux, on a 12 faders qui vont nous permettre de gérer nos canaux et d'autres choses. On a une autre zone centrale et puis on a une dernière zone ici de fader. Donc chaque zone est configurable et on peut retrouver les mêmes informations qu'on soit dans n'importe quelle des zones. Le channel strip ici, donc qui permet de configurer le canal en question, est doté d'un écran. Alors on verra que le fonctionnement est un peu différent et moi personnellement je le trouve un petit peu moins intuitif, un peu moins pratique en live que sur la Behringer X32. Autre chose qui change un petit peu, et pareil, moi je trouve ça un petit peu moins visuel, c'est que les couleurs et le symbole de l'écran, c'est dissocié. Avant, voilà, on avait un petit écran dont la couleur et le symbole, le nom étaient intégrés. Maintenant, on se retrouve avec l'écran et les couleurs de nos groupes ou autres qui sont dissociés. Donc, visuellement, voilà, ça percute un petit peu moins vite. La Behringer Wing est aussi directement fournie dès l'achat avec une carte live qui permet d'avoir 2 cartes SD et d'enregistrer son show en multipiste. Et voilà, ça c'est quand même un atout de l'avoir directement et plutôt que de devoir racheter une carte supplémentaire. Et on va le voir quand on verra le panneau arrière, on a un petit peu moins de connectique directement sur la console. On dispose de 16 entrées XLR et de 8 sorties. Donc c'est un petit peu moins que la X32 et puis par contre on retrouve beaucoup plus de protocoles de communication pour dialoguer avec des boîtiers distants, des équipements distants. Alors personnellement, c'est pas gênant puisque justement en live on utilise toujours des boîtiers de scène et donc on a très peu de sources qui sont directement en régie. Au niveau software, on va se retrouver déjà avec une interface graphique qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus intuitive. On va avoir des puissances de calcul qui sont beaucoup plus importantes. On retrouve la possibilité de mixer 40 canaux plus 8 auxiliaires, donc 48 canaux. Une petite subtilité entre les canaux et les auxiliaires et un petit peu moins de possibilités, mais ça reste quand même vraiment important. On se retrouve avec 16 bus de traitement. Alors ce qu'il faut voir, c'est que on va voir aussi que c'est un petit peu différent en termes de routing sur les effets.
Et puis on a 8 matrices et 4 masters. Il faut savoir que chaque bus, que ce soit des canaux, des bus, des masters ou autres, peuvent être traités de manière mono ou stéréo. Donc ce qui veut dire par rapport à l'X32, on se retrouve avec un seul fader pour traiter notre canal stéréo. Et si on n'avait que des sources stéréo, on pourrait avoir donc, si je dis 40 plus 8 auxiliaires, 48 canaux, en stéréo, ça ferait l'utilisation de 96 entrées. Voilà, pour ce prix, il y a peu de consoles qui peuvent offrir la possibilité de traiter autant d'entrées à la fois. Cette différence, elle est notamment très intéressante si vous utilisez des ears, puisque chaque bus de retour scène, de retour ears, va pouvoir être directement en stéréo. Et donc ça ne vous enlève pas de possibilité. Vous disposez toujours de 16 bus complets. Là où avec la X32, dès que vous vouliez faire du stéréo avec des ears, bah, vous allez vous retrouver divisé par deux puisqu'il fallait deux bus pour pouvoir utiliser en stéréo des ears. Voilà, petite subtilité aussi, on va pouvoir le routing est complètement différent. On va pouvoir nommer nos sources et nommer nos canaux. C'est dissocié par rapport à ce qu'on pouvait faire sur la X32. Et on va pouvoir aussi avoir des signaux internes dans la console, ce qu'ils appellent des user signals, que l'on va pouvoir du coup traiter pour pouvoir faire du routing un petit peu plus évolué. Je vous invite à passer à la prochaine vidéo où on va pouvoir voir ensemble quels sont les éléments qui constituent cette console.